Bonjour à vous, merci de participer à cette troisième séquence de présentation de la loi et plus particulièrement de la déclinaison suite à la parution des différents décrets. Ces séquences qui sont organisées par le CAFOC de Nantes et le CARIF Pays de la Loire, CARIF-OREF Pays de la Loire, ont pour vocation à aller plus loin et à vous permettre d'avoir une meilleure appréhension des éléments de stratégie et de réflexion qui peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre de votre travail. Nous allons plus particulièrement nous attacher cette fois-ci à travailler sur les outils d'accompagnement à la réflexion et au déploiement du projet professionnel au travers des différents outils que sont le CEP, le bilan de compétences, la VAE et l'entretien professionnel. Alors pour démarrer, peut-être resituer rapidement cette loi qui se veut d'abord être une loi systémique qui intègre à la fois une dimension emploi, une dimension formation et une dimension d'assurance chômage. Donc cette loi n'est pas uniquement centrée sur la formation professionnelle, hein. Elle se veut aussi avoir une dimension plus globale avec les questions inhérentes à l'indemnisation du chômage. Pour rappel, hein, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, deux grands objets. Le premier objet, c'est une volonté affirmée d'investir dans la compétence et de faire en sorte que nous rentrions dans une société de la compétence et que l'ensemble des personnes, actifs ou non, puissent à terme poursuivre leur évolution professionnelle en mettant en œuvre une compétence adaptée aux évolutions des métiers, adaptée aux évolutions du monde moderne. Deuxième objet, c'est une responsabilisation accrue des personnes dans leur parcours de formation et la construction de leur parcours professionnel. Et c'est là qu'un ensemble d'outils sont mis à disposition pour permettre aux personnes à la fois de construire un parcours et de progresser dans leur carrière professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons parler des différents outils qui sont mis en place. D'abord, peut-être quelques objectifs dans le cadre de l'évolution professionnelle, hein. D'abord, la nécessité de faire le point, de repérer ses compétences, d'acquérir de nouvelles compétences, de changer de poste ou de métier, d'obtenir un diplôme. Pour que ces objectifs puissent être mis en œuvre dans le cadre de cette loi de réforme de la formation professionnelle, il y a différents éléments qui sont mis en place. D'abord, et qui ont évolué, hein. D'abord, si on a un regard sur la mise en œuvre de son projet et la possibilité à le financer. Ce qui a été modifié, on l'a vu lors de la dernière séquence de Web TV, hein, c'est le CPF, le compte personnel de formation, la mise en place du compte personnel de transition professionnelle, le plan de développement des compétences qui remplace le plan de formation de l'entreprise et l'action de formation, de promotion et de reconversion par alternance qui vient là aussi remplacer la période de professionnalisation. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Deuxième objet, acquérir ou valider ses compétences, hein, c'est-à-dire tout au long de sa carrière, quels sont les éléments qui peuvent permettre d'acquérir ou de valider des compétences. C'est à la fois des actions de formation, des stages, l'alternance et le contrat de professionnalisation ou la validation des acquis de l'expérience. La possibilité aussi de recenser les compétences, c'est le curriculum vitae, le passeport, et enfin la possibilité de faire le point et d'élaborer son projet professionnel, c'est-à-dire de pouvoir aussi avoir des éléments réflexifs, à la fois lors de l'entretien professionnel, ou alors d'approfondir la réflexion sur son évolution professionnelle, sur des perspectives de reconversion professionnelle. C'est au travers du conseil en évolution professionnelle qui peut être accompagné par quelque chose d'un peu plus pointu sur la recherche des compétences acquises, qui est le bilan de compétences. Donc, le conseil en évolution professionnelle
comme on l'a dit, l'entretien professionnel, le bilan de compétences et la validation des acquis de l'expérience sont les 4 points sur lesquels nous allons chercher à approfondir et à regarder en quoi cette loi et les décrets qui en découlent conduisent à des évolutions significatives. Alors, on commencera par le conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, c'est la possibilité pour toute personne, quel que soit son statut, à quelque moment que ce soit de sa carrière, de pouvoir être accompagnée dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, sur les projets d'évolution, les projets de reconversion. Et ça, c'est une prestation qui est gratuite et qui doit être réalisée à l'extérieur de l'entreprise. La nouvelle définition du cadre du CEP, au travers des décrets qui sont parus, c'est d'abord la possibilité d'accompagner la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets professionnels en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles sur le territoire. Cette dimension de lien avec les besoins économiques et sociaux a été renforcée dans le cadre du texte du décret. Donc on est véritablement là d'accompagner, d'avoir une réflexion, mais aussi de permettre et mettre à disposition des personnes des informations significatives sur les enjeux pour le territoire, les besoins pour le territoire, de manière à essayer de faire le lien entre les envies, les besoins des personnes et les besoins qui sont liés au territoire en matière économique. Deuxième objet de l'offre de service du conseil en évolution professionnelle, c'est de faciliter l'accès à la formation, à la fois en faisant un regard sur les compétences, potentiellement et en tant que de besoin par l'intermédiaire du bilan de compétences, on va y revenir tout à l'heure, sur les qualifications, les formations qui peuvent répondre aux besoins qui sont exprimés. L'idée du travail avec le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à un professionnel qui va rechercher les formations les plus adaptées à la demande, repérer aussi les capacités de financement et de faire un petit peu d'ingénierie financière de manière à ce que les personnes puissent au maximum trouver des réponses aux questions qu'elles se posent sur leur possibilité d'évoluer professionnellement. Autre information qui est un peu nouvelle par rapport à la demande des prestataires, c'est-à-dire ceux qui vont mettre en œuvre le conseil en évolution professionnelle, c'est la nécessité d'assurer une information directe sur ce dispositif, le CEP. Alors, ça peut être lors des entretiens, mais aussi lors de sessions collectives, d'information collective, pour les personnes qui sont en situation professionnelle, donc dans les entreprises ou de manière plus générale hors entreprise, si c'est nécessaire, donc d'avoir véritablement faire en sorte qu'il y ait une information plus importante qui soit faite en direction des actifs sur la possibilité et la capacité de faire appel à du conseil en évolution professionnelle. Donc, l'objet aussi pour les organismes qui vont mettre en œuvre le conseil en évolution professionnelle, c'est de faire des bilans sur l'apport du conseil sur les bénéficiaires et de partager ces données de manière à ce qu'elles puissent être mises à disposition des personnes sur le choix des prestataires qui pourront être faits ultérieurement. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui sont ces opérateurs du CEP ? Il faut travailler en 2 séquences. Ce qui va se passer en 2019, qui est la poursuite de ce qui existait les années passées, et puis ce qui se passera à partir de 2020. Donc pour 2019, en direction des demandeurs d'emploi, les demandeurs d'emploi peuvent s'adresser donc à Pôle emploi. Pour les jeunes, aux missions locales des Pays de la Loire. Pour les personnes qui sont plutôt en situation de cadre, à l'APEC. Et enfin, pour les personnes qui sont en situation de handicap, à Cap Emploi. Par contre, pour les salariés, sur la période 2019,
l'interlocuteur ou les interlocuteurs, c'est le FONGECIF et les OPACIF. Par contre, à partir de janvier 2020, le législateur a prévu de faire appel par l'intermédiaire d'un appel d'offres à des opérateurs qui répondront à un appel d'offres. Le grand intérêt de cette formule, c'est que en fait, on va avoir un financement qui est prévu dans le cadre de la loi pour les opérateurs qui s'adresseront aux salariés. Ce qui n'est pas le cas actuellement puisque le FONGECIF et les OPACIF travaillent sur les fonds de gestion qui sont les leurs et aucun budget n'avait jusqu'ici été délégué à la possibilité de mettre en œuvre le conseil en évolution professionnelle. Donc ça, c'est la grande modification, c'est qu'un budget est prévu pour que les salariés puissent avoir des opérateurs qui travaillent avec eux sur leur évolution professionnelle et leur reconversion professionnelle. Là, l'offre de service. Alors l'offre de service, elle est structurée en 3 niveaux, mais nous n'avons pas le dernier décret qui doit restructurer et reproposer une nouvelle offre de service. Donc là, on travaille sur ce qu'a été l'offre de service découlant de la loi la dernière loi de 2014. Elle se structure en 3 parties, l'accueil individualisé, le conseil personnalisé et l'accompagnement à la mise en œuvre du projet opérationnel. L'accueil individualisé, c'est la possibilité pour toute personne de pouvoir poser ses questions et d'avoir un premier élément de réponse par rapport à son évolution ou son projet. Le deuxième, c'est le conseil. Là, on rentre là sur la question du projet, comment le mettre en œuvre, comment l'articuler, comment le structurer, rechercher peut-être des éléments de compétences, vérifier qu'entre les compétences acquises et les compétences requises, on ait la possibilité d'avoir des formations qui soient véritablement adaptées. Et enfin, la troisième partie, l'accompagnement à la mise en œuvre du projet, c'est aussi la possibilité de rechercher les financements adaptés, de vérifier auprès de l'organisme de formation la possibilité de mise en œuvre du projet. Ce sont ces éléments-là qui sont inclus dans cette troisième partie. Voilà. Donc, après la présentation donc, des évolutions sur le conseil en évolution professionnelle, un autre élément qui peut participer à la construction en fait, ou à la réflexion sur l'évolution professionnelle des salariés, c'est l'entretien professionnel. Donc, entretien professionnel mis en œuvre à partir de la loi du 5 mars 2014, pour lequel la loi du 5 septembre 2018 apporte quelques modifications. Concernant l'entretien professionnel, donc ce qui ne change pas, c'est que dès l'embauche, en fait, un salarié est informé que tous les 2 ans, il bénéficiera d'un entretien professionnel, sachant que cet entretien professionnel est un entretien qui permet de faire un point sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Et ce n'est surtout pas un entretien d'évaluation sur le travail. Donc c'est à distinguer en fait des pratiques de ressources humaines qui consistent à avoir des entretiens qui peuvent être annuels ou biannuels ou triannuels sur l'évaluation du travail. On est bien sur un entretien lié aux perspectives d'évolution professionnelle. À l'issue de chaque entretien, il y a un document de synthèse qui est rédigé, dont une copie est remise aux salariés. Et tous les 6 ans, il y a un état des lieux récapitulatif du parcours qui s'est passé donc, au cours des 6 dernières années. Donc, l'objectif de cet entretien bilan, c'est de vérifier que le salarié a bien bénéficié de ses entretiens professionnels tous les 2 ans préalablement et d'apprécier si le salarié a suivi au moins une action de formation, a acquis des éléments de certification par la formation ou par la VAE et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Ça, c'est ce qui était prévu par la loi du 5 mars 2014. La loi du 5 septembre 2018 apporte quelques modifications. La fréquence de l'entretien tous les 2 ans peut être modifiée sous réserve d'un accord collectif. Accord collectif qui peut être soit d'entreprise, soit de branche. Donc la fréquence n'est pas forcément celle de 2 ans. Par contre, tous les 6 ans, il y aura obligatoirement un entretien, un bilan. Donc voilà la première évolution apportée par la loi sur l'entretien professionnel. Et seconde évolution, c'est que pour les entreprises de plus de 50 salariés, si lors de l'entretien bilan, donc à l'issue des 6 ans par rapport à la date d'embauche, la personne n'a pas bénéficié d'une action de formation autre qu'une formation légale ou réglementaire, donc l'entreprise de plus de 50 salariés sera contrainte à un abondement du CPF d'un montant financier qui est de 3 000 €. Ce montant financier a été défini par un décret qui est le décret numéro 2018-1338 du 28 décembre 2018. Donc, voilà pour les évolutions sur l'entretien professionnel. Donc, évolution de 2 heures. Donc, modification de la fréquence des entretiens tous les 2 ans par accord collectif d'entreprise ou de branche et conditions d'abondement du CPF à hauteur de 3 000 € si le salarié n'a pas bénéficié d'une action autre qu'une action de formation à caractère légal ou réglementaire. Troisième point, la validation des acquis de l'expérience. Sur la validation des acquis de l'expérience, peu de modifications apportées par la loi du 5 septembre 2018. L'objet de la validation des acquis de l'expérience est bien l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, donc enregistrée au RNCP. Ce que prévoit la loi, mais là on est dans l'attente d'un arrêté, ce que prévoit la loi, c'est qu'à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, on pourrait bénéficier d'une VAE dans des conditions qui seront fixées par un arrêté sur un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP. Lors de la première web TV qu'on avait organisée, on avait spécifié que depuis le 1er janvier 2019, toute nouvelle inscription au RNCP devait faire en sorte que leur référentiel de certification soit organisé en bloc de compétences, c'est-à-dire un bloc de compétences, c'est un ensemble homogène et cohérent de compétences nécessaires à la réalisation d'une activité professionnelle et que cet ensemble de compétences puisse être évalué et validé. Donc, à titre expérimental, sous réserve de la parution d'un arrêté, pour certains certificateurs, on pourrait expérimenter la validation des acquis de l'expérience uniquement sur un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles. Quelques modifications aussi liées aux modalités de financement de la validation des acquis de l'expérience. Donc, avec l'évolution des dispositifs, donc la VAE est éligible de droit au CPF, code formation 200 actuellement, peut être financée dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise, et peut être financé dans le cadre d'un congé VAE. Donc congé VAE, en fait, qui subsiste malgré la disparition du congé individuel de formation et donc du congé bilan de compétences. Le congé VAE subsiste. On est dans l'attente de décrets qui précisent les conditions d'accès à ce congé VAE.
Ce que prévoit la loi aussi, du moins ce que dit la loi, c'est que la VAE peut utilement contribuer au positionnement préalable dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Puisque nous avons vu lors de la Web TV précédente que dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, il y avait systématiquement un positionnement préalable organisé par l'organisme de formation avec lequel la personne souhaitait mettre en œuvre son projet de formation dans le cadre de son projet de transition professionnelle. Donc ce que dit la loi, c'est que la VAE peut utilement servir au positionnement préalable. Donc dit autrement, alors c'est une traduction de ma part peut-être, dit autrement, c'est que tout projet de transition professionnelle qu'aurait bénéficié préalablement d'un processus de validation des acquis de l'expérience sera sans doute étudié de manière un peu plus positive que d'autres projets. C'est très certainement une traduction de ma part, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. Concernant le congé VAE, ce que dit la loi, donc, c'est que un salarié souhaitant réaliser une validation des acquis de l'expérience sur son temps de travail pourrait bénéficier, comme ça existait jusqu'au 31 décembre 2018, d'un congé VAE, donc avec autorisation d'absence auprès de l'employeur. Pour l'employeur, une possibilité de report de cette autorisation d'absence, un maintien de la rémunération puisqu'on est sur le temps de travail, sachant que la durée de l'autorisation d'absence sera systématiquement inférieure ou égale à 24 heures, sauf s'il y a un accord collectif qui permet une durée supérieure. Et cette durée supérieure est plutôt prévue pour certains niveaux de qualification, sous-entendu, des personnes peu ou pas qualifiées pourraient bénéficier sous réserve d'un accord collectif de branche ou d'entreprise, pourraient bénéficier d'une durée supérieure à une durée de 24 heures. Concernant les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais, donc liés à l'accompagnement, ça devrait être déterminé par décret et les frais pédagogiques et de rémunération pourraient être pris en charge donc, par les OPCO. Donc à terme, donc on est dans l'attente de la parution d'un décret pour avoir toutes ces précisions-là, mais sachez que la loi prévoit le maintien du congé VAE, donc globalement, la VAE, éligible via le CPF, peut être financée dans le cadre du plan de développement des compétences et peut être financée dans le cadre d'un congé formation. On facilite l'accès à la certification professionnelle en maintenant les dispositifs de financement de la validation des acquis d'expérience. Autre point comme élément support de la réflexion sur le projet professionnel, c'est le bilan de compétences. Concernant le bilan de compétences, il y a un décret, un décret qui est paru fin décembre 2018. J'étais en train de rechercher le numéro du décret, mais je ne l'ai pas sous les yeux, qui redéfinit en fait le bilan de compétences. Donc on réaffirme que le bilan de compétences permet d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution professionnelle qui pourrait déboucher sur un projet de formation. La durée maximum d'un bilan de compétences est fixée à 24 heures. On est sur la même logique que ce qui existait auparavant. Il est précisé qu'une entreprise ne peut pas réaliser elle-même des bilans de compétences pour ses salariés, donc elle doit faire appel à un prestataire extérieur. Et ce que la loi précise, c'est que le bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Ça veut dire derrière que toute personne
qui ferait une demande de bilan de compétences à travers son compte personnel de formation sera systématiquement informée de la possibilité pour elle de faire appel au conseil en évolution professionnelle et informée des prestataires qui peuvent être chargés de ce conseil en évolution professionnelle. Donc, il y aura une information systématique, en tout cas auprès des personnes qui voudraient mobiliser leur CPF pour réaliser un bilan de compétences, que le conseiller en évolution professionnelle peut être utilisé pour travailler sur le projet d'évolution professionnelle. Dans le cadre du bilan de compétences, en fait, ce que la loi précise, c'est qu'il peut être mobilisé, donc comme je viens de l'indiquer, dans le cadre du compte personnel de formation. Aujourd'hui, le code formation, c'est le code 202 sur le système d'information du compte personnel de formation. Il peut être mobilisé dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, il est dit que si c'est mobilisé dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise, donc il y a une convention tripartite, entreprise, bénéficiaire du bilan de compétences et prestataire du bilan de compétences, et qu'après la signature de cette convention de bilan de compétences, le bénéficiaire a 10 jours pour se rétracter par rapport à cette signature de la convention liée au bilan de compétences, et que le bilan de compétences peut être mobilisé dans le cadre d'un congé reclassement, donc congé reclassement qui est accessible pour les salariés des entreprises de plus de 1000 salariés. Donc, trois possibilités de mobiliser le bilan de compétences dans le cadre du CPF, dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise et dans le cadre d'un congé reclassement. Il y a bien suppression du congé bilan de compétences au même titre qu'il y a suppression du congé individuel de formation. Donc ce qui s'est produit pour le congé VAE n'existe pas pour le congé bilan de compétences. Et ce qui est reprécisé, c'est que les résultats donc, du bilan de compétences sont la seule propriété du bénéficiaire, sauf si le bénéficiaire autorise sous forme écrite la transmission du document de synthèse du bilan de compétences à d'autres personnes, en particulier, du moins sous-entendu, des acteurs du conseil en évolution professionnelle ou à son employeur dans le cadre de la prise en charge dans le cadre d'une prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. Concernant les prestataires de bilan de compétences, les évolutions, c'est que c'est un organisme de formation réalisant une prestation particulière qui est le bilan de compétences, donc soumis aux obligations de qualité définies par la loi à partir du 1er janvier 2021. Il n'y a plus référence à des agréments auprès d'OPACIF puisque le système est remis en place. Obligation pour les intervenants du bilan de compétences de respecter le secret professionnel, donc ils sont soumis au code de secret professionnel. Globalement, la réalisation d'un bilan de compétences, on est toujours sur 3 phases. Une phase préliminaire qui permet de poser, on va dire, le projet de la personne ou d'étudier le projet de la personne. Une phase d'analyse et une phase de restitution. Donc on est sur la même logique que ce qui existait auparavant pour le bilan de compétences. Voilà. Pour cette présentation des différents outils au service des projets d'évolution professionnelle des personnes. On est encore dans l'attente de décrets en particulier, d'arrêtés ou de décrets en particulier, donc pour voir l'évolution du cahier des charges de réalisation du conseil en évolution professionnelle.
et d'arrêtés ou de décrets sur le congé VAE. Donc on vous tiendra informé, soit par l'intermédiaire du CARIFOREF, soit par l'intermédiaire du CAFOC, de ces futures évolutions. Et comme la Web TV est enregistrée aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de poser vos questions de manière différée à l'adresse donc qui s'affiche sur la vidéo. Et donc on s'engage à apporter une réponse aux questions qui nous seraient posées avec du moins dans le meilleur délai pour utiliser une formule consacrée. On s'engage vraiment à vous apporter une réponse dans le meilleur délai possible. Voilà, merci de votre attention et donc à bientôt pour une nouvelle Web TV consacrée à l'apprentissage. Merci à vous. Au revoir.